La vie est pleine de défis, de changements et de moments qui nous poussent à grandir. Dans cette vidéo, nous explorerons 12 leçons fondamentales qui peuvent transformer ta manière de voir et d'affronter la vie. De l'apprentissage à te renforcer de l'intérieur, à la maîtrise de tes émotions, chaque enseignement est conçu pour t'aider à débloquer ton véritable potentiel. Tu découvriras comment les relations que tu choisis peuvent changer ta trajectoire, comment surmonter l'adversité te rend invincible et pourquoi ton état d'esprit est ta meilleure arme dans n'importe quelle situation. Nous te guiderons sur l'importance d'accepter et de transformer ta réalité et sur la façon dont chaque décision que tu prends définit ton chemin. La vie est une école continue. Et chaque expérience, bonne ou mauvaise, est une opportunité d'apprendre et de grandir. Nous parlerons de l'intégrité comme ton super pouvoir caché, de la discipline comme la clé du succès et de l'importance de suivre le courant des changements en renaissant à chaque étape de ta vie. Cette vidéo ne te montrera pas seulement comment faire face aux défis, mais aussi comment utiliser chacun d'eux comme un tremplin vers une meilleure version de toi-même. Prépare-toi à découvrir des outils puissants et profonds qui t'aideront à vivre avec intention et authenticité. Commençons ce voyage ensemble. Numéro 1. Empuissance-toi de l'intérieur. T'es-tu déjà senti piégé par les limites imposées par les autres ou par tes propres doutes? S'émanciper de l'intérieur, c'est reconnaître que le véritable pouvoir ne vient pas de l'extérieur, mais de ton intérieur. C'est embrasser tes forces et accepter tes faiblesses comme des leçons précieuses. Tu n'as pas besoin d'être parfait, seulement authentique. Chaque échec est une opportunité et ta véritable force se manifeste lorsque tu décides de te relever encore et encore. L'émancipation commence par la connaissance de soi. Ce n'est pas seulement savoir ce que tu fais bien, mais aussi affronter les parties de toi qui te mettent mal à l'aise. Identifie ce qui te freine, ce qui te fait peur, et réécris ces histoires qui te limitent. Remplace le « je ne peux pas » par « je vais essayer ». Ton dialogue intérieur définit ta réalité, utilise-le à ton avantage. S'émanciper, c'est aussi prendre des décisions courageuses, dire « oui » à ce qui te pousse en avant et « non » à ce qui te vide. C'est t'entourer de personnes qui t'élèvent et t'éloigner de ce qui te bloque. Le véritable pouvoir arrive quand tu assumes l'entière responsabilité de ta vie, en reconnaissant que tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive, mais que tu peux contrôler comment tu y réagis. Chaque défi est une épreuve de ta force. Empuissance-toi de l'intérieur et comprends que chaque petit pas vers la croissance personnelle est un acte de pouvoir. N'attends pas que le monde te valide. Construis ton propre chemin, écoute ta voix, et rappelle-toi que tu es ton meilleur allié. Empuissance-toi de l'intérieur et laisse le monde voir de quoi tu es capable. Numéro 2. Des relations qui transforment. Les relations que nous construisons tout au long de notre vie ont le pouvoir de nous façonner, de nous impulser et, dans certains cas, de nous transformer complètement. Mais toutes les relations ne se valent pas. Les véritables connexions ne se contentent pas de remplir un espace dans notre vie. Elles nous défient à être meilleurs, à grandir et à nous confronter à nous-mêmes. Les relations qui transforment ne sont pas celles qui ne sont présentes que dans les bons moments. Ce sont celles qui restent dans les difficultés, qui ne fuient pas quand les choses deviennent compliquées. Ces connexions profondes nous apprennent à faire confiance, à nous ouvrir et à partager non seulement nos victoires, mais aussi nos défaites. Cependant, il est également important de reconnaître que toutes les relations n'ont pas cet impact positif. Il y a des connexions qui nous limitent, qui drainent notre énergie et freinent notre croissance. Apprendre à identifier ces relations et avoir le courage de s'en éloigner est un acte d'auto-préservation. Ce n'est pas de l'égoïsme, il s'agit de choisir ce qui est le mieux pour ton bien-être. Les relations qui transforment vraiment sont celles où il existe une réciprocité, un soutien authentique et un respect mutuel. Ce sont les personnes qui non seulement t'acceptent tel que tu es, mais qui t'inspirent aussi à être la meilleure version de toi-même.
S'entourer d'individus qui te défient, te soutiennent et croient en toi, même quand tu doutes de toi-même, est essentiel pour ta croissance personnelle. Rappelle-toi qu'une relation transformatrice n'est pas parfaite. Elle est honnête. Elle permet des conversations difficiles, accepte les erreurs et se renforce avec le temps. N'aie pas peur de t'éloigner de ce qui te fait du mal et de chercher ce qui te nourrit. Car au final, les relations que tu choisis définissent non seulement qui tu es, mais aussi qui tu deviendras. Construis des connexions qui te propulsent, sois un soutien pour les autres et choisis toujours ce qui élève ta vie. Les relations qui transforment sont un cadeau, et en apprenant à cultiver et à valoriser ces connexions, tu te transformeras toi-même d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Numéro 3. Invincible face à l'adversité. L'adversité est une partie inévitable de la vie. Nous faisons tous face à des moments difficiles, à des défis inattendus et à des obstacles qui semblent insurmontables. Mais c'est précisément dans ces moments que nous découvrons de quoi nous sommes faits. Être invincible face à l'adversité ne signifie pas ne pas ressentir de peur ou de douleur, mais avoir le courage de continuer malgré eux. Chaque défi, chaque chute est une occasion de grandir. L'adversité n'est pas là pour te stopper, mais pour te polir, pour révéler ta force intérieure. Les moments les plus sombres de ta vie peuvent devenir les chapitres les plus puissants de ton histoire si tu décides de les affronter avec détermination. Souviens-toi que les difficultés ne te définissent pas. C'est ta réponse face à elles qui détermine qui tu es. La clé pour devenir invincible n'est pas d'éviter les problèmes, mais de changer ta perspective sur eux. Apprends à voir chaque adversité comme une leçon. Demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment puis-je utiliser ce moment pour me renforcer? Lorsque tu cesses de voir les obstacles comme des ennemis et que tu les acceptes comme des maîtres, tu deviens inarrêtable. Être invincible signifie aussi être flexible et adaptable. La vie ne se déroulera pas toujours comme prévu, et c'est bien ainsi. Ajuster ton chemin, accepter le changement et ne pas abandonner face aux échecs, voilà ce qui te maintiendra debout. À chaque fois que tu t'adaptes, tu deviens plus fort, plus sage et plus capable de faire face à ce qui t'attend. Il ne s'agit pas de ne jamais tomber, mais de te relever à chaque fois, d'être résilient et de garder ton regard fixé sur ce que tu veux accomplir. Être invincible face à l'adversité, c'est se rappeler que tu as le contrôle sur ta réaction, que tu peux transformer chaque coup en leçon et chaque perte en une occasion de renaître. Alors quand tu sens que tout est contre toi, quand les choses deviennent difficiles, souviens-toi. Chaque adversité n'est qu'un échelon sur ton chemin vers la grandeur. Peu importe combien de fois tu tombes, tant que tu continues de te relever, tu resteras invincible. Numéro 4, mentalité puissante, ton meilleur atout. L'esprit est l'outil le plus puissant que tu possèdes. Avec une mentalité puissante, tu peux transformer les défis en opportunités et les échecs en apprentissage. Peu importe ce à quoi tu fais face dans la vie, ta véritable arme ne réside pas dans tes mains, mais dans ton esprit. Avoir une mentalité puissante ne signifie pas penser positivement tout le temps. Cela signifie être prêt à affronter ce qui vient. C'est savoir que, quoi qu'il arrive, tu as la capacité de t'adapter, d'apprendre et de surmonter les obstacles. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais de les affronter avec la conviction que tu es capable de les surmonter. La clé d'une mentalité puissante est la résilience, cette capacité à te relever encore et encore. Chaque coup, chaque obstacle n'est pas une défaite, mais une leçon. Apprends à voir les chutes comme une partie du processus, comme des marches vers ta meilleure version. Une mentalité puissante comprend que le véritable échec n'est pas de tomber, mais de ne pas essayer à nouveau. Cultiver une mentalité puissante signifie aussi contrôler tes pensées. Tu ne peux pas toujours contrôler ce qui se passe autour de toi, mais tu peux contrôler la façon dont tu y réagis. Élimine le « je ne peux pas » de ton vocabulaire et remplace-le par « je vais essayer ».
Entoure-toi de pensées qui te propulsent en avant et éloigne celles qui te freinent. De plus, une mentalité puissante implique d'être maître de ton attention. Où diriges-tu ton énergie? Te concentres-tu sur ce que tu peux contrôler ou te perds-tu dans ce que tu ne peux pas changer? Apprendre à diriger ton attention vers ce qui compte vraiment te donne la clarté et la force pour avancer. Ton meilleur atout sera toujours ton esprit. Entraîne-le, renforce-le et protège-le, car avec une mentalité puissante, aucune adversité ne pourra t'arrêter. Souviens-toi, ce n'est pas ce qui t'arrive qui définit ton destin, mais la façon dont tu choisis de l'affronter. Aiguise donc ton meilleur atout, ton esprit, et utilise chaque défi comme un terrain d'entraînement pour ta grandeur. Numéro 5. Accepte et transforme ta réalité. La vie n'est pas toujours telle que nous l'avions planifiée. Parfois, nous faisons face à des situations qui échappent à notre contrôle et il est facile de se sentir piégé ou vaincu. Mais la clé pour vivre pleinement n'est pas de résister à la réalité, mais de l'accepter et de l'utiliser à ton avantage. Accepter ta réalité ne signifie pas se résigner, cela signifie reconnaître où tu en es et à partir de là, prendre les rênes de ton destin. Accepter ta situation actuelle est le premier pas pour la transformer. Au lieu de te battre contre ce que tu ne peux pas changer, concentre-toi sur ce qui est entre tes mains. Accepter n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. C'est te regarder dans le miroir et dire « Voici ce que j'ai, et avec cela, je vais construire quelque chose de mieux. » Quand tu acceptes la réalité, tu te libères de la lutte constante contre l'inévitable et trouves la paix pour penser clairement. C'est alors que tu peux commencer à transformer ton environnement, ton attitude et ta vie. Chaque circonstance, même la plus difficile, a le potentiel de t'enseigner quelque chose de précieux. Demande-toi, que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je utiliser cela pour grandir? Transformer ta réalité implique aussi de changer ton regard. Si tu te concentres uniquement sur le négatif, sur ce qui te manque, tu resteras piégé dans un cycle d'insatisfaction. Commence plutôt à voir les opportunités cachées dans chaque défi. Remplace les plaintes par l'action. Ne te focalise pas sur ce que tu ne peux pas contrôler. Consacre ton énergie à ce sur quoi tu peux avoir une influence. Rappelle-toi que tu es l'architecte de ta vie. Peu importe combien de fois la réalité semble être contre toi, tu as le pouvoir de changer ta perspective et, avec elle, ton chemin. La transformation commence en toi. Lorsque tu acceptes qui tu es et où tu es, tu te donnes la permission d'évoluer. Chaque jour est une nouvelle occasion de te réinventer et de te rapprocher un peu plus de la vie que tu désires. Alors, ne crains pas la réalité, embrasse-la. Utilise-la comme ton terrain d'entraînement, comme ta toile blanche. Accepter ta situation n'est que le début. La vraie magie réside dans ce que tu fais ensuite. Transforme ta réalité à chaque décision, à chaque action et à chaque pensée. Car le pouvoir de changer ta vie est et a toujours été entre tes mains. Numéro 6. Des décisions qui définissent. Dans la vie, nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons toujours contrôler comment nous y répondons. Chaque jour, nous prenons des décisions, des plus petites aux plus significatives. Et ce sont ces choix qui définissent vraiment qui nous sommes et qui nous devenons. Les décisions que tu prends dans les moments grands et petits sont celles qui construisent ton chemin. Chaque décision est une bifurcation sur le chemin de ta vie. Parfois, il est plus facile de rester dans la zone de confort, d'éviter les risques, mais les décisions qui font vraiment la différence sont celles qui te sortent de cette zone. Ce sont ces décisions difficiles, celles qui te mettent au défi et t'obligent à grandir, qui déterminent ton véritable caractère. Les décisions qui définissent ne sont pas toujours évidentes sur le moment. Cela peut être la décision de te lever tôt, de continuer à travailler sur tes rêves quand personne d'autre n'y croit, ou de t'éloigner de ce qui ne te fait pas du bien. Chacun de ces petits choix s'additionne et crée un impact puissant dans ta vie. Ne sous-estime pas le pouvoir d'une décision prise avec conviction. Il est normal d'avoir peur de prendre des décisions, surtout lorsque l'avenir est incertain.
Mais souviens-toi, ne pas prendre de décision est aussi un choix, et c'est souvent celui qui t'éloigne le plus de tes objectifs. Accepte que tu n'auras pas toujours toutes les réponses, mais fais confiance à l'idée que chaque décision est une occasion d'apprentissage, un pas en avant, même si le chemin n'est pas parfait. Les décisions qui définissent ta vie ne concernent pas toujours ce qui est facile, mais ce qui est juste pour toi. Apprends à écouter ton intuition, à faire confiance à ton jugement et à agir avec courage. Ne laisse pas la peur de l'échec te paralyser, car les erreurs font aussi partie du processus. Il vaut mieux se tromper en avançant que de rester figé par peur de décider. À la fin de la journée, les décisions que tu prends te permettent de dessiner ton propre destin. Chaque choix est une occasion de te redécouvrir, de corriger le cap si nécessaire et d'avancer avec plus de force. N'aie pas peur de décider, car ces décisions, grandes ou petites, sont celles qui définiront qui tu es et t'emmèneront vers la vie que tu désires. Numéro 7. L'école de la vie. Apprends et grandis. La vie est l'école la plus exigeante et en même temps la plus gratifiante. Il ne s'agit pas des diplômes que tu accumules, mais des leçons que tu apprends à chaque étape du chemin. Dans l'école de la vie, chaque expérience, bonne ou mauvaise, est un maître qui t'enseigne quelque chose de précieux. Peu importe combien de fois tu tombes, ce qui compte vraiment, c'est ce que tu apprends en te relevant. Il n'y a pas de manuel parfait pour vivre. Nous apprenons en cours de route, au milieu des réussites et des erreurs. Chaque échec est une leçon déguisée. Chaque défi est une occasion de grandir. Dans la vie, les épreuves ne viennent pas avec des avertissements, mais c'est là, dans ces moments d'incertitude et de difficulté, que tu apprends le plus sur toi-même et sur ce dont tu es capable. L'école de la vie n'a pas de vacances, et les leçons arrivent souvent de manière inattendue. Parfois, tu apprendras à travers la douleur, parfois à travers le triomphe, mais il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Chaque personne que tu rencontres, chaque obstacle que tu affrontes a quelque chose à t'enseigner, si tu es prêt à écouter et à observer attentivement. La clé est de maintenir un état d'esprit d'apprentissage continu. Peu importe ton âge, ou combien de fois tu as échoué, la vie continue de t'offrir des occasions de grandir. Au lieu de voir les problèmes comme des obstacles, commence à les voir comme des matières à valider. Demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Comment puis-je être meilleur après cela? Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais d'être meilleur que ce que tu étais hier. L'école de la vie t'apprend à être résilient, à t'adapter et à continuer même lorsque tout semble aller contre toi. Chaque jour est une nouvelle leçon, et chaque expérience est une partie essentielle de ton développement personnel. Rappelle-toi que dans l'école de la vie, il ne s'agit pas d'être le meilleur, mais d'être la meilleure version de toi-même. Accepte les erreurs, célèbre les petits succès, et continue d'avancer avec la certitude que, tant que tu apprends, tu grandis. Parce qu'à la fin de la journée, la vie est ton plus grand enseignant, et chaque leçon apprise est un pas de plus vers la personne que tu es destiné à devenir. Numéro 8. Intégrité, ton super pouvoir caché. Dans un monde rempli d'apparences, l'intégrité est devenue un super pouvoir caché. C'est la boussole intérieure qui te guide, même lorsque personne ne te regarde. L'intégrité ne consiste pas à être parfait, il s'agit d'être authentique, d'agir avec honnêteté et de vivre selon tes valeurs, quelles que soient les circonstances. La véritable intégrité se reflète dans les décisions que tu prends lorsque personne ne te surveille. C'est tenir tes promesses, respecter ta parole et rester fidèle à toi-même, même quand il est plus facile de suivre la voie de la moindre résistance. L'intégrité n'est pas toujours le chemin le plus facile, mais c'est toujours le plus gratifiant. Vivre avec intégrité signifie ne pas te trahir pour t'intégrer ou pour plaire aux autres. C'est avoir le courage d'être qui tu es vraiment, d'exprimer tes pensées et d'agir avec honnêteté, même si cela peut être inconfortable ou impopulaire. Ce super pouvoir te permet de vivre sans regret et avec la tranquillité d'esprit de savoir que tu restes fidèle à toi-même. L'intégrité te confère une force intérieure qui ne peut ni s'acheter
ni se falsifier. C'est ce qui te soutient dans les moments difficiles, quand tu dois prendre des décisions complexes ou quand tu fais face à la tentation de compromettre tes valeurs. Être intègre ne te rend pas seulement respectable aux yeux des autres, cela renforce aussi ton estime de toi et te permet de marcher la tête haute. Dans un monde où il est facile de suivre la foule, l'intégrité te distingue. Tu n'as pas besoin de le crier au monde, tes actions parleront pour toi. Être intègre n'est pas seulement un avantage pour toi, c'est aussi pour ceux qui t'entourent. Tu inspires confiance, fixes des normes et deviens un exemple à suivre pour les autres. Rappelle-toi, ton intégrité est ton super pouvoir caché, celui qui te permettra de naviguer dans la vie avec clarté et détermination. Peu importe la complexité du chemin, tant que tu agis avec intégrité, tu seras toujours sur la bonne voie. Utilise ton super pouvoir pour te guider, pour diriger et pour vivre une vie qui reflète vraiment qui tu es au plus profond de toi. Numéro 9. Maîtrise tes émotions, maîtrise ta vie. Les émotions font partie intégrante de notre expérience humaine. Cependant, si nous n'apprenons pas à les maîtriser, elles peuvent devenir nos pires ennemis. Maîtriser tes émotions ne signifie pas réprimer ce que tu ressens, mais comprendre et gérer ces sentiments de manière à ce qu'ils travaillent en ta faveur et non contre toi. Maîtriser tes émotions est un art et une compétence essentielle pour vivre en équilibre. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir, mais d'apprendre à répondre au lieu de réagir. Au lieu de te laisser emporter par la colère, la frustration ou la peur, tu dois apprendre à observer tes émotions comme un spectateur. Demande-toi, pourquoi est-ce que je ressens cela? Comment puis-je gérer cela pour ne pas être contrôlé par mes émotions? Tes émotions peuvent être un moteur puissant si tu les gères correctement. La tristesse, la colère ou l'anxiété ne sont pas tes ennemis. Ce sont des signaux qui montrent quelle partie de ta vie nécessite ton attention. Maîtriser tes émotions implique d'accepter ce que tu ressens sans jugement, mais aussi d'avoir la force de ne pas laisser ces émotions dicter tes actions. L'une des clés pour maîtriser tes émotions est l'autoconscience. Reconnais quelle situation déclenche tes émotions et apprends à identifier ces moments avant qu'ils ne t'accablent. Respirer, prendre une pause et rediriger ton attention sont de petits actes qui te permettent de reprendre le contrôle et d'agir depuis un endroit de calme et de clarté. Quand tu maîtrises tes émotions, tu maîtrises aussi tes décisions et avec elles, ta vie. Être maître de tes réactions te permet de maintenir des relations plus saines, de prendre des décisions plus judicieuses et d'avancer vers tes objectifs sans que les hauts et les bas émotionnels ne te détournent de ta voie. Il ne s'agit pas d'être froid ou insensible, mais d'être stratégique avec ce que tu ressens. Rappelle-toi, maîtriser tes émotions n'est pas un but à atteindre, mais un voyage continu de connaissance de soi et de croissance. C'est apprendre à naviguer dans tes propres mers intérieures avec sérénité et confiance. Lorsque tu atteins cet équilibre, ta vie commence à s'aligner et tu découvres que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans la maîtrise de ton monde intérieur. Numéro 10, le voyage vers ton véritable soi. Dans la vie, nous cherchons constamment des réponses, essayant de nous conformer à des modèles et de satisfaire des attentes qui ne reflètent pas toujours qui nous sommes réellement. Mais le voyage le plus important que tu puisses entreprendre n'est pas vers une destination extérieure, mais vers ton véritable soi. C'est un voyage intérieur qui nécessite du courage, de l'honnêteté et la volonté de te connaître en profondeur. Le voyage vers ton vrai moi commence lorsque tu décides de cesser de vivre selon les règles des autres et que tu commences à écouter ta voix intérieure. Il ne s'agit pas de perfection ni de répondre à une image idéale. Il s'agit de te connecter à ce qui compte vraiment pour toi. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te rend heureux? Quelles sont tes valeurs et tes passions les plus profondes? Ce sont ces questions qui guideront ton chemin. Dans ce voyage, tu découvriras des parties de toi que tu avais cachées, ignorées ou mises de côté par peur du jugement. Ce ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments où tu feras face à tes propres ombres,
à tes peurs et à tes insécurités. Mais chaque pas vers la connaissance de soi est un pas vers une vie plus authentique et alignée avec qui tu es vraiment. Se connaître soi-même ne consiste pas seulement à accepter les parties brillantes, mais aussi à embrasser les parties brisées. C'est comprendre que chaque expérience, chaque erreur et chaque victoire font partie de ton histoire et t'ont façonné de manière unique. Dans ce voyage, ne te juge pas pour le passé, mais apprends de lui. Chaque leçon est un rappel de ta capacité à t'adapter et à grandir. Le voyage vers ton vrai moi implique aussi de te libérer des étiquettes et des attentes extérieures. Tu n'as pas à être ce que les autres attendent de toi. Sois ce que toi, tu attends de toi-même. Définis ta propre idée du succès, ta propre version du bonheur, et suis ce chemin sans crainte de t'écarter de ce que les autres considèrent comme juste. Ce voyage ne se termine jamais, mais c'est le plus significatif que tu puisses réaliser. C'est un chemin plein de découverte de soi, d'acceptation de soi et surtout de liberté. À la fin de la journée, te trouver toi-même n'est pas un point final, mais vivre dans un état constant d'apprentissage et de croissance. Car le vrai soi n'est pas une destination, c'est une manière de vivre avec authenticité et avec un but. Numéro 11. Discipline, la route du succès. La discipline est bien plus qu'une simple qualité. C'est la force intérieure qui distingue ceux qui ne font que rêver de ceux qui réalisent réellement leurs objectifs. Ce n'est ni le talent inné, ni l'intelligence, ni la chance qui détermine le succès, mais la capacité à rester constant et engagé, jour après jour, quelles que soient les circonstances. La discipline est cette force silencieuse qui te pousse à continuer lorsque la motivation s'estompe, lorsque l'enthousiasme initial disparaît et qu'il ne reste que le travail acharné et la détermination. La discipline se manifeste dans ces moments où tu dois prendre des décisions difficiles, quand tu choisis ce que tu veux vraiment plutôt que ce que tu désires momentanément. C'est te lever tôt pour atteindre tes objectifs, même quand le confort de ton lit te tente de rester un peu plus longtemps. C'est résister à la gratification instantanée et opter pour ce qui t'emmènera réellement là où tu veux être. Chaque acte de discipline est un investissement dans ton futur, un pas de plus vers la personne que tu es destiné à devenir. Dans un monde rempli de distractions, où il est facile de se perdre dans l'immédiateté et la superficialité, la discipline agit comme ta boussole intérieure. Elle te garde concentré sur ce qui est vraiment important. Elle te rappelle tes objectifs lorsque le bruit extérieur tente de te détourner. Il ne s'agit pas d'être rigide ou inflexible, mais d'être fidèle à tes propres promesses et engagements. La vraie discipline ne se résume pas à respecter des obligations extérieures, mais à honorer le pacte que tu fais avec toi-même, de ne pas abandonner, de continuer même quand personne ne te regarde. La discipline est le moteur du progrès quotidien. Tu n'as pas besoin de grands gestes héroïques pour avancer. Ce dont tu as besoin, c'est de constance, ce petit mais puissant habitus de faire chaque jour quelque chose qui te rapproche de tes rêves. Chaque répétition, chaque effort, construit les fondations de tes réussites futures. La discipline t'apprend à apprécier la valeur des petits progrès, à comprendre que le succès ne se construit pas du jour au lendemain, mais à travers des milliers de petits actes de volonté. Mais la discipline ne forge pas seulement ton succès extérieur, elle façonne aussi ton caractère. Elle t'enseigne la patience d'attendre, la force de résister aux tentations et la capacité de vaincre la procrastination. Elle te transforme en une personne en qui tu peux avoir confiance, car tu sais que, quels que soient les défis, tu as la capacité de continuer. La discipline est ce dialogue intérieur qui te maintient ferme, qui te rappelle que peu importe combien de fois tu tombes, l'important est de te relever et de continuer à te battre. Le chemin vers le succès est rarement droit. Il est rempli de virages, de trébuchements et de moments de doute. Mais la discipline est ce qui te maintient en mouvement, ce qui t'incite à continuer à construire ton chemin, même lorsque le terrain est difficile. Peu importe combien de fois tu dévies ou combien d'obstacles tu rencontres, tant que tu avances,
tu progresses. La discipline te donne la résilience pour affronter les échecs et les transformer en leçons, pour apprendre de chaque erreur et l'utiliser comme carburant pour continuer d'avancer. Souviens-toi, la discipline n'est pas une punition, mais un cadeau que tu te fais à toi-même. C'est la route du succès parce qu'elle transforme l'ordinaire en extraordinaire, parce qu'elle te permet d'atteindre ce que d'autres ne font que rêver. Chaque jour où tu choisis la discipline, tu te rapproches un peu plus de tes objectifs et tu deviens la preuve vivante que le succès n'est pas une question de chance, mais d'effort, de constance et de la volonté inébranlable de ne jamais abandonner. Numéro 12. Évolue avec le changement et renaît. Le changement est la seule constante de la vie. Peu importe combien tu planifies ou combien tu tentes de contrôler, la réalité aura toujours ses propres rebondissements inattendus. Des situations quotidiennes aux moments qui définissent ta vie, le changement est inévitable et au lieu de t'y opposer, apprendre à évoluer avec lui est la clé pour non seulement survivre, mais pour renaître à chaque nouvelle étape. Le changement n'est pas ton ennemi, c'est le catalyseur qui t'incite à évoluer, à grandir et à découvrir des parties de toi que tu ignorais. Évoluer avec le changement ne signifie pas se rendre passivement à ce qui se passe, mais affronter chaque situation avec intelligence, créativité et un esprit ouvert. C'est reconnaître que chaque changement, aussi inconfortable ou douloureux soit-il, apporte une opportunité inestimable de croissance. Changer, c'est te réinventer, te redécouvrir et te donner la liberté d'explorer de nouvelles versions de toi-même. La véritable transformation survient lorsque tu cesses de te battre contre l'inévitable et que tu commences à l'utiliser à ton avantage, transformant chaque obstacle en un tremplin vers ta meilleure version. Le changement est un défi parce qu'il nous oblige à sortir de notre zone de confort et à affronter l'inconnu. L'incertitude peut être effrayante, mais c'est précisément dans ces moments que nous trouvons notre véritable force. Évoluer avec le changement est un acte de courage. C'est lâcher prise sur ce qui ne sert plus, laisser aller ce qui pèse et avancer vers ce que la vie a préparé pour toi. Chaque fois que tu t'adaptes, chaque fois que tu te réinventes, tu renais avec plus de sagesse, plus de résilience et une vision renouvelée de ce que tu es capable d'accomplir. Pour évoluer avec le changement, tu dois développer la flexibilité et t'ouvrir à de nouvelles perspectives. Ne t'accroche pas à ce qui ne t'inspire plus, ne reste pas bloqué dans des chapitres de ta vie qui n'apportent plus rien de positif. Apprends à lâcher prise sur le passé et à faire confiance à l'avenir, même incertain, car il est rempli de nouvelles opportunités qui n'attendent qu'à être découvertes. La vie est un cycle continu de fins et de nouveaux commencements, et chacun d'eux est une invitation à te réinventer, à laisser derrière toi ce qui ne contribue pas et à embrasser ce qui te fait avancer. Renaître à chaque changement signifie embrasser l'incertitude et voir chaque défi comme une possibilité de transformation. Ne crains pas ce que tu ne connais pas, crains davantage de rester coincé dans ce qui ne te fait plus grandir. Le changement est un rappel que tu peux toujours recommencer, que tu as toujours le pouvoir de redéfinir ton chemin et de choisir comment réagir à l'inattendu. Chaque nouvelle étape est une page blanche qui t'invite à écrire une histoire différente, plus authentique et alignée avec ce que tu veux vraiment être. Souviens-toi, évoluer avec le changement, ce n'est pas perdre le contrôle de ta vie, c'est trouver ta véritable force dans l'adaptation. C'est apprendre à danser avec l'incertitude, à ne pas résister à ce que tu ne peux pas changer et à te transformer à chaque pas sur le chemin. Renais avec chaque expérience, chaque défi et chaque chute. Car la vie est en mouvement constant et si tu apprends à te mouvoir avec elle, non seulement tu survivras, mais tu prospéreras à chaque nouvelle étape. L'esprit peut être comme un cheval sauvage. Si tu n'apprends pas à tenir les rênes, il te traînera sans pitié sur des terrains que tu n'as pas choisis, jusqu'à te laisser épuisé, battu et sans direction. Ce cheval, ce sont tes émotions incontrôlées, tes impulsions, ta peur, ta colère.
Beaucoup vivent ainsi, esclaves d'un animal qu'ils n'ont jamais appris à dompter. Mais il existe une autre option. Entraîner ton esprit comme un cavalier stoïcien, ferme, serein et maître de lui-même, capable de diriger sa force là où il veut vraiment aller. Le problème est que beaucoup de gens ont cédé ce pouvoir. Ils se laissent entraîner par ce que disent les autres, par ce qu'ils ne contrôlent pas, par chaque coup inattendu de la vie. Ils deviennent des otages de circonstances extérieures, espérant que quelque chose change là-bas pour trouver la tranquillité ici, à l'intérieur. Et c'est un piège, parce que l'extérieur sera toujours incertain, fragile, instable. Celui qui mise tout sur le contrôle de ce qui ne dépend pas de lui est condamné à perdre. La philosophie stoïcienne nous montre une autre voie. Une voie qui n'est pas confortable, mais libératrice. Un véritable entraînement pour l'esprit, qui ne cherche pas à éliminer les émotions, mais à les placer sous discipline. Être maître de soi-même ne signifie pas ne pas ressentir. Cela signifie ne pas être gouverné par ce que tu ressens. Cela signifie que lorsque le chaos arrive, tu ne cours pas, tu ne cries pas, tu ne supplies pas, tu choisis de rester ferme. Quand l'offense arrive, tu ne réagis pas avec colère, tu choisis de répondre avec calme. Et quand la perte arrive, tu ne t'effondres pas, tu choisis d'en tirer des leçons. Cette vidéo n'est pas une théorie vide, ni une philosophie de bibliothèque. C'est un entraînement pratique pour ta vie quotidienne, un chemin que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Tout au long de ces leçons, tu découvriras comment cesser d'être esclave de tes émotions et devenir le maître de ton destin. Parce que la véritable force n'est pas de contrôler le monde, mais de maîtriser l'esprit qui l'interprète. Et celui qui maîtrise son esprit maîtrise sa vie. 1. Entraîne ton regard à accepter ce que tu ne contrôles pas. La mer peut être calme ou peut devenir un monstre qui dévore les bateaux. Tu ne choisis pas quand la tempête arrive, ni avec quelle force elle frappe, mais tu peux décider comment tu tiens le gouvernail. Beaucoup font naufrage parce qu'ils dépensent toute leur énergie à maudire le vent, à crier à la vague de se calmer, à souhaiter que le ciel redevienne bleu. Et pendant qu'ils le font, ils oublient la seule vérité qui compte. Ils ne peuvent pas contrôler la mer, mais ils peuvent contrôler leur capacité à la naviguer. C'est le principe qui fait la différence entre être esclave des circonstances ou maître de soi-même. Le stoïcisme enseigne qu'une grande partie de la souffrance humaine naît de la confusion entre ce qui est sous notre pouvoir et ce qui ne le sera jamais. L'anxiété, la frustration, la colère, toutes se multiplient lorsque nous essayons de changer ce qui ne dépend pas de nous. C'est comme essayer d'arrêter la pluie avec les mains, tu finis juste trempé et épuisé. Au contraire, le sage accepte que la pluie tombe parce qu'elle doit tomber. Et au lieu de la maudire, il cherche un abri ou apprend à se mouiller sans se briser. Entraîner le regard signifie apprendre à distinguer avec une brutalité claire ce qui est dans ton champ d'action et ce qui ne l'est pas. L'externe sera toujours un terrain incertain. Les opinions des autres, l'économie, les décisions des autres, la santé du monde, les changements inattendus de la vie. L'interne est ta véritable force. Tes pensées, tes choix, ton attitude, ta façon de répondre. Celui qui investit son énergie dans l'externe finit épuisé, aigri et vide. Celui qui l'investit dans l'interne devient résilient, ferme et inébranlable. Regarde ta vie avec sincérité. Combien de temps passes-tu à te plaindre de ce que tu ne peux pas changer? Combien d'énergie perds-tu à souhaiter que les autres agissent comme tu le veux? Cette usure ne te vole pas seulement la paix, elle te rend aussi esclave de ce qui est hors de ton contrôle. Et un esclave vit toujours enchaîné, même lorsqu'il croit être libre. Accepter n'est pas se rendre, c'est de l'intelligence pratique. Quand tu acceptes ce que tu ne contrôles pas, tu libères ton esprit de la lutte inutile. Il ne s'agit pas de résignation passive, mais de te concentrer sur ce que tu peux améliorer. Si tu perds un emploi, tu ne peux pas décider que l'entreprise te le rende, mais tu peux décider comment tu vas te relever le lendemain. Si quelqu'un t'offense, tu ne peux pas le forcer à se rétracter, mais tu peux décider de ne pas laisser cette offense gouverner ton humeur. L'entraînement commence dans le quotidien.
Chaque fois que tu ressens de la frustration, pose-toi une question directe. Cela dépend-il de moi ou non? Si cela ne dépend pas, laisse tomber. Si cela dépend, agis avec discipline et fermeté. C'est aussi simple que cela, même si ce n'est pas facile. La pratique constante forge un esprit qui ne s'effondre pas avec l'externe parce qu'il a appris à investir la force dans l'interne. Celui qui entraîne son regard devient un guerrier silencieux. Il ne lutte pas contre des tempêtes impossibles, il lutte contre sa propre tendance à s'épuiser dans l'inutile. Et cette bataille, bien qu'invisible, est celle qui définit le véritable maître de lui-même. Le monde restera incertain, mais ton esprit cessera d'être un champ de bataille chaotique pour devenir un refuge solide. Celui qui apprend à accepter ce qu'il ne contrôle pas et à renforcer ce qu'il fait, trouve la liberté que les autres cherchent en vain à l'extérieur. 2. Forge ton autocontrôle dans la pause entre l'impulsion et ta réponse. Une étincelle peut allumer un feu ou s'éteindre en silence. Tout dépend de ce qui se passe à l'instant où elle surgit. C'est ainsi que fonctionne l'impulsion dans ton esprit. Un mot blessant, un geste de mépris, une situation inattendue, et tu ressens immédiatement l'étincelle de la colère, de la peur ou du désespoir. La plupart des gens laissent cette étincelle se transformer en feu, réagissant sans réfléchir, criant, frappant, fuyant ou prenant des décisions qu'ils regrettent par la suite. Mais celui qui entraîne son esprit selon les principes stoïciens apprend à utiliser cette pause, cette seconde invisible, pour décider s'il laissera le feu le consumer ou s'il choisira le calme comme réponse. Cet espace bref, entre ce qui se passe et ce que tu décides de faire, est le lieu où naît ta liberté. C'est là que se définit si tu es maître de toi ou esclave de tes émotions. Lorsque tu ne reconnais pas cet intervalle, tu deviens une marionnette qui se meut au gré des fils de la colère, de la frustration ou de la peur. Mais lorsque tu apprends à t'arrêter, ne serait-ce que pour une respiration, la vie change complètement. Cette pause est un terrain d'entraînement mental, la salle de sport où tu renforces ton autocontrôle. L'impulsion est naturelle, personne ne peut éviter de la ressentir. Nous voulons tous, à un moment donné, répondre avec violence, fuir un problème ou succomber à la tentation de la facilité. Mais ressentir n'est pas la même chose qu'agir. Le stoïcisme ne te demande pas d'être un être froid sans émotion, mais d'être capable de gouverner ce que tu ressens. Il ne s'agit pas d'éteindre le feu intérieur, mais de le canaliser pour qu'il n'ait pas un effet destructeur, mais éclairant. Pense aux fois où tu as perdu le contrôle, les mots que tu as dits sans réfléchir et qui ont blessé quelqu'un, les décisions hâtives qui ont ensuite pesé sur ta conscience, la colère qui a ruiné une relation ou un moment important. Tout cela s'est produit parce que l'impulsion a pris les rênes et que tu t'es rendu au lieu de t'arrêter une seconde pour réfléchir. Cette seconde est petite, mais elle a un pouvoir immense. C'est là que se joue la différence entre agir avec sagesse ou être emporté par la tempête. Forger l'autocontrôle signifie pratiquer la pause tous les jours. Ne pas attendre qu'une crise survienne pour essayer, mais s'entraîner dans le quotidien. Quand quelqu'un t'interrompt, quand un plan ne se déroule pas comme tu l'espérais, quand une pensée négative envahit ton esprit. Chacune de ces occasions est une opportunité pour t'arrêter, respirer, observer l'impulsion et décider de ta réponse. Au début, cela semble étrange, car tu es habitué à réagir immédiatement. Mais avec de la pratique, cet espace s'allonge, devient plus clair, et avec lui grandit ta capacité à garder le contrôle. Le guerrier qui maîtrise l'épée n'est pas celui qui frappe en premier, mais celui qui sait quand attendre et quand agir. Il en va de même pour ton esprit. La véritable maîtrise n'est pas de ne jamais ressentir de colère ou de peur, mais de ne pas les laisser décider pour toi. Celui qui s'entraîne à la pause apprend à utiliser les émotions comme des signaux, non comme des chaînes. La colère montre où tu ressens de l'injustice. La peur montre où il manque encore de la force. La tristesse révèle où tu as besoin de guérir. Ce sont des messages, pas des ordres.
C'est ce pouvoir qui te rend maître de toi. Reconnaître que l'extérieur peut allumer l'étincelle, mais que c'est toi seul qui décides si elle se transforme en feu ou en lumière. Et cette décision se prend toujours dans cet bref instant, cet espace sacré entre l'impulsion et ta réponse. C'est là que se forge l'autocontrôle qui te soutient face au chaos et te permet de marcher avec assurance dans un monde qui pousse à réagir sans réfléchir. 3. Anticipe la douleur et pratique l'adversité avant qu'elle n'arrive. Le guerrier qui n'a jamais entraîné avec du poids croit que l'épée est légère, jusqu'à ce que sur le champ de bataille, il découvre que ses bras ne la soutiennent pas. Il en va de même dans la vie. Beaucoup espèrent que l'adversité n'arrivera jamais, et quand elle arrive, elle les trouve faibles, sans préparation, brisées par l'inattendu. Le stoïcisme enseigne le contraire. Si tu veux être fort, n'attends pas que la tempête éclate, devance-la. Entraîne-toi pour la douleur, pratique l'adversité avant qu'elle ne te frappe, et quand elle arrivera, elle ne te trouvera pas sans défense, mais ferme, prêt et résistant. La plupart des gens construisent leur vie sur l'illusion que le confort est éternel. Ils font confiance à ce que l'argent sera toujours là, que la santé ne faillira pas, que les personnes importantes ne partiront jamais. Mais la réalité est cruelle. Tout cela peut s'effondrer en un instant. Celui qui s'accroche à cette illusion souffre 2 fois, d'abord par manque de préparation, puis par le coup lui-même. Celui qui entraîne son esprit à accepter le pire, en revanche, transforme l'inattendu en quelque chose de prémédité, en un terrain qu'il avait déjà parcouru dans son imagination. Les stoïciens appelaient cette pratique préméditatio malorum, penser à l'avance à ce qui pourrait mal tourner, non pas pour s'obséder avec le malheur, mais pour entraîner la résilience. Imagine perdre un travail, imagine tomber malade, imagine la trahison de quelqu'un de proche. Il ne s'agit pas de vivre avec paranoïa, mais de faire de la douleur un visiteur que tu connais déjà, pas un monstre qui te surprend dans l'obscurité. Ainsi, quand quelque chose de cela se produit, ton esprit ne se brisera pas parce qu'il s'était déjà préparé en silence. Cette pratique t'aide aussi à apprécier ce que tu as. Quand tu penses que quelqu'un que tu aimes pourrait ne pas être là demain, tu arrêtes de prendre pour acquis le temps que tu partages aujourd'hui. Quand tu te souviens que la santé peut se briser, tu profites de chaque jour pour renforcer ton corps. Quand tu acceptes que la richesse peut disparaître, tu apprends à vivre avec le nécessaire. Anticiper l'adversité ne forge pas seulement la force, elle éveille aussi la gratitude. Pratiquer l'adversité au quotidien est un entraînement puissant. Tu peux le faire de manière simple, te priver d'un luxe, t'exposer au froid, t'entraîner dans l'inconfort, travailler avec un effort supplémentaire. Ces petits renoncements renforcent ton caractère parce qu'ils te rappellent que tu peux vivre avec moins, que tu ne dépends pas du confort pour tenir debout. Celui qui ne connaît que la douceur du confort ne supporte pas le premier frottement de la dureté. Celui qui s'entraîne dans l'inconfort apprend que rien d'extérieur ne le brise si facilement. Vois la vie comme un champ de bataille où chaque jour tu peux t'entraîner. La douleur, l'échec, la perte, tôt ou tard, arriveront. Prétendre le contraire ne les arrêtera pas. Celui qui se prépare à l'avance les affronte avec un esprit ferme et un esprit trempé. Celui qui se trompe avec des illusions est brisé au premier choc. La différence n'est pas dans le coup, mais dans l'entraînement préalable. Anticiper la douleur ne signifie pas vivre avec peur, cela signifie vivre avec sagesse. C'est regarder en face l'inévitable et dire « Je suis prêt, j'ai déjà entraîné pour cela ». Et quand la tempête arrivera, quand le monde vacillera, tu seras comme le guerrier qui tient l'épée avec force parce qu'il l'a déjà levée 1000 fois dans son entraînement. C'est l'avantage de celui qui s'entraîne dans l'adversité. Quand la vie attaque, il ne tremble pas, il répond. Celui qui pratique la douleur avant qu'elle n'arrive découvre que l'inattendu ne l'asservit plus, parce qu'il est devenu maître de lui-même. 4. Maîtrise tes pensées pour gouverner tes émotions. Une rivière peut tout emporter sur son passage ou peut faire fonctionner calmement le moulin qui génère de l'énergie.
La différence ne réside pas dans l'eau, mais dans la manière dont elle est dirigée. Il en va de même pour l'esprit. Les pensées coulent sans cesse, certaines claires comme des courants tranquilles et d'autres turbulentes comme des eaux déchaînées. Si tu les laisses courir sans contrôle, elles finissent par t'entraîner vers des émotions violentes qui gouvernent ta vie. Mais si tu apprends à les canaliser, ces mêmes pensées deviennent la source de ton équilibre et de ta force intérieure. La plupart des gens pensent qu'ils sont victimes de ce qu'ils ressentent. Ils disent « je suis en colère parce qu'on m'a offensé » ou « je suis triste parce que les choses ont mal tourné ». Mais la vérité est que ce ne sont pas les faits en eux-mêmes qui provoquent les émotions, mais ce que nous pensons d'eux. Une insulte n'a pas le même effet sur quelqu'un qui l'interprète comme une offense que sur quelqu'un qui l'interprète comme un bruit sans importance. L'échec ne blesse pas de la même manière celui qui le voit comme un échec que celui qui le voit comme un entraînement. Tes pensées sont le filtre qui donne forme à tes émotions. Maîtriser ces pensées ne signifie pas essayer de les arrêter, car c'est impossible. L'esprit produit toujours des idées, des souvenirs, des peurs et des projections. La maîtrise consiste à apprendre à les observer, à les questionner et à les transformer. Lorsqu'une pensée négative apparaît, tu peux décider de la nourrir jusqu'à ce qu'elle devienne un monstre émotionnel ou de la laisser passer comme un nuage qui traverse le ciel. Cette capacité à choisir quelle pensée soutenir est ce qui sépare le maître de lui-même de l'esclave de son esprit. Pense à un exemple simple. Tu es dans la circulation et quelqu'un te coupe la route. Si ta pensée immédiate est « il m'a manqué de respect », tu ressentiras de la colère et tu passeras le reste du trajet avec le cœur qui bat la chamade. Mais si tu choisis de penser « cette personne a son propre chaos, je ne vais pas le porter », l'émotion qui surgira sera différente, peut-être de la calme, peut-être de l'indifférence. L'entraînement commence par la conscience. Chaque fois que tu ressens une émotion forte, demande-toi « qu'est-ce que je pense qui me fait ressentir cela ?» Cette question expose l'origine, révèle l'interprétation qui gouverne ton humeur. Une fois découverte, tu peux travailler dessus. Si tu penses « c'est la fin », change pour « c'est une difficulté, mais je peux apprendre d'elle ». Si tu penses « je ne vaux rien », transforme en « j'ai de la valeur, même si aujourd'hui je n'ai pas atteint ce que j'espérais ». Le changement n'est pas magique, c'est un exercice répété jusqu'à ce que ton esprit apprenne à choisir des interprétations plus fortes, plus sages, plus alignées avec la réalité. Le stoïcien ne cherche pas à supprimer les émotions, il cherche à les diriger à travers la maîtrise de ses pensées. La tristesse peut se transformer en compassion, la colère en énergie pour agir avec justice, la peur en précaution intelligente. Tout dépend de la racine qui le soutient. Et cette racine est toujours une pensée. Maîtriser tes pensées est un acte de liberté radicale. Cela signifie que même si le monde essaie de te pousser vers le chaos, tu décides quelle idée nourrir et quelle émotion permettre. Cela signifie que ta paix ne dépend plus de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce que tu construis à l'intérieur. Et quand tu y arrives, tu te rends compte que la rivière de ton esprit, loin de te submerger, devient la force qui dirige ta vie avec clarté et but. Celui qui gouverne ses pensées, gouverne ses émotions, et devient ainsi le véritable maître de lui-même. 5. Transforme chaque coup de la vie en un exercice de résilience. Le fer ne devient pas une épée brillante simplement en existant. Il doit passer par le feu, par les coups de marteau constants et par l'eau glacée qui le trempe. Sans ce processus de choc et de dureté, il resterait un morceau de métal sans forme ni tranchant. Il en va de même pour l'être humain. Les coups de la vie, loin d'être des ennemis, sont le marteau qui peut forger ton caractère. La différence réside dans la manière dont tu choisis de les affronter. Soit ils te brisent en fragments, soit ils te façonnent en quelque chose de plus fort, de plus résistant, de mieux préparé. La plupart craignent l'adversité comme si elle était un bourreau venant tout détruire. Mais le stoïcien comprend que la douleur et les obstacles sont des maîtres déguisés. Chaque difficulté qui te fait chanceler est en réalité une leçon pratique de force. La perte t'apprend à apprécier ce qui reste, l'échec te montre les lacunes de ta préparation, la trahison te révèle l'importance de la confiance en toi-même. Le coup
bien qu'il fasse mal, apporte toujours un message caché qui peut te transformer si tu décides de l'écouter. La résilience ne naît pas dans les jours confortables, ni dans les victoires faciles. Elle se construit dans les moments où tout semble s'effondrer. C'est lorsque la vie te secoue violemment que tu découvres de quoi tu es fait. Beaucoup tombent parce qu'ils résistent à la douleur, parce qu'ils pensent que la vie devrait toujours être stable et juste. Mais celui qui pratique le stoïcisme accepte que l'adversité n'est pas une exception, mais une partie naturelle du chemin. Et au lieu de la rejeter, il la transforme en un terrain d'entraînement pour renforcer l'âme. Chaque coup est une occasion de te prouver à toi-même. Tu peux rester au sol à te plaindre, à blâmer le destin, ou tu peux te relever plus fort qu'avant. Cet acte de te relever est ce qui construit ta résilience. Personne ne devient fort du jour au lendemain. La force s'accumule coup après coup, chute après chute, jusqu'à ce que tu comprennes que rien d'externe ne peut te briser complètement si ton intérieur est solide. Un exemple clair se trouve chez ceux qui font face à de grandes pertes. La mort d'un être cher, la ruine économique, la trahison de quelqu'un de proche. Ce sont des douleurs qui semblent insupportables, qui coupent le souffle et assombrissent tout. Cependant, certains parviennent à les transformer en un nouveau sens, en une impulsion pour apprécier davantage la vie, pour grandir, pour devenir plus compatissant ou plus déterminé. C'est cela la résilience. Prendre ce que la vie t'a lancé pour te détruire et l'utiliser comme matériau pour te reconstruire. S'entraîner à cette approche commence par changer la question. Au lieu de dire « Pourquoi cela m'est-il arrivé à moi ?», demande-toi « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Cette simple variation ouvre un espace de croissance où il n'y avait auparavant que de la douleur. Et bien qu'elle n'élimine pas la blessure, elle la transforme en partie de ta force. Chaque cicatrice devient un rappel que tu as survécu, que rien ne t'a vaincu, que tu es toujours debout. La résilience stoïcienne n'est pas une dureté insensible, ce n'est pas nier la douleur ni prétendre qu'elle n'affecte pas. C'est la ressentir profondément, mais ne pas permettre qu'elle te détruise. C'est pleurer si nécessaire, mais se relever ensuite avec plus de clarté. C'est accepter que tu ne contrôles pas les coups, mais que tu contrôles comment tu les utilises. Le coup peut te couler ou te tremper. Et lorsque tu décides que chaque adversité est un entraînement, ta vie change pour toujours. Tout comme le fer devient une épée sous le feu et le marteau, tu peux aussi devenir quelqu'un de solide, de résistant. 6. Discipline-toi chaque jour avec des habitudes qui construisent ta force intérieure. Un imposant bâtiment ne se dresse pas en une seule nuit. Il est soutenu par des fondations invisibles qui ont été posées pierre par pierre avec patience et précision. Sans ces fondations, la plus belle façade s'effondre au premier tremblement. Il en va de même pour ton esprit et ton caractère. Peu importe combien tu te crois fort, si tu n'as pas de discipline quotidienne, ton intérieur s'effondrera lors du premier choc de la vie. La discipline est ces fondations cachées qui ne se voient pas, mais qui soutiennent tout le reste. L'erreur de beaucoup est de penser que la force intérieure apparaît par magie, comme un cadeau du destin ou comme une réaction spontanée à l'adversité. Mais la vérité est plus simple et en même temps plus exigeante. La force se construit tous les jours, avec de petits actes répétés jusqu'à ce qu'ils deviennent une partie de toi. Écrire, réfléchir, exercer le corps, contrôler les impulsions, tenir les promesses que tu te fais à toi-même. Chacune de ces habitudes est une brique qui renforce ton esprit contre ce qui viendra. Le stoïcisme enseigne qu'il ne suffit pas de savoir ce qui est juste, il faut le pratiquer jusqu'à ce qu'il devienne nature. Savoir que tu dois contrôler ta colère ne sert à rien si tu n'entraînes jamais ta patience au quotidien. Reconnaître que le corps a besoin de soins n'a pas de valeur si tu cèdes toujours à la paresse. La discipline est le pont entre la connaissance et l'action, le seul chemin qui transforme les idées en résultats. Pense au guerrier qui s'entraîne chaque jour, même s'il n'y a pas de bataille. Son épée reste affûtée, ses réflexes prêts, son esprit alerte. Ainsi doit être ta relation avec les habitudes. Même si aujourd'hui tu n'affrontes pas de tempête, demain peut arriver sans prévenir.
Si tu as déjà cultivé la discipline dans les petites choses, tu seras prêt pour les grandes. Tu n'as pas besoin d'attendre le chaos pour tester ta force, tu peux l'entraîner dès maintenant dans les détails les plus simples de ta vie. Le problème est que la plupart attendent de se sentir motivés pour agir. Et quand la motivation n'arrive pas, ils abandonnent. Mais le stoïcien comprend que la motivation est volatile, un état passager qui ne peut soutenir rien de durable. La discipline, en revanche, est ferme. Elle ne dépend pas de l'humeur du jour. C'est se lever pour faire ce que tu as dit, même si tu n'en as pas envie. C'est maintenir l'engagement envers toi-même, même si personne ne t'applaudit. C'est la différence entre ceux qui se brisent et ceux qui se renforcent. Certains agissent lorsqu'ils se sentent inspirés, d'autres agissent parce que c'est ce qu'ils ont choisi de faire. Discipline-toi avec de petits actes, car ce sont eux qui déterminent le cours de ta vie. Décide d'écrire quelques lignes de réflexion chaque soir, décide de prendre soin de ton corps avec constance, décide de contrôler ta langue avant de répondre avec colère. Ces actes peuvent sembler minimes, mais ils construisent un caractère impénétrable. N'attends pas une grandeur immédiate, ne cherche pas des résultats rapides. La discipline n'est pas un spectacle, c'est un travail silencieux, répété, presque invisible, mais qui un jour montre sa puissance quand les autres s'effondrent et que tu restes debout. Chaque jour où tu respectes tes habitudes, même si cela semble insignifiant, tu poses une pierre de plus dans les fondations de ta force intérieure. Tu es ce que tu fais de manière constante. Tes habitudes sont l'armure avec laquelle tu affrontes la vie. Si tu les négliges, tu seras nu face au chaos. Si tu les renforces, rien ne pourra te renverser. La discipline quotidienne n'est pas une punition, c'est la plus grande liberté, car elle transforme ta vie en quelque chose qui dépend de toi et non des circonstances. 7. Utilise l'adversité comme ton maître et l'échec comme ton entraînement. Le bambou semble faible quand tu le vois mince, flexible et fragile face au vent, mais ce que tu ne remarques pas, c'est qu'il a passé des années à développer des racines profondes avant de grandir. Cette préparation silencieuse lui permet de se plier dans la tempête sans se briser. L'adversité dans ta vie remplit la même fonction. C'est le terrain hostile qui te force à développer des racines plus profondes, à te renforcer en silence avant de t'élever avec fermeté. Beaucoup se brisent parce qu'ils détestent l'inconfort. Mais celui qui apprend à le voir comme un maître découvre que ces moments difficiles ne le détruisent pas. Ils l'entraînent. L'échec a une mauvaise réputation parce qu'il blesse l'ego, parce qu'il expose des faiblesses que nous préférons cacher. Mais vu du point de vue stoïcien, c'est le meilleur gymnase de l'esprit. Chaque erreur est un poids qui te force à te surpasser, chaque faux pas est une leçon pratique qui t'entraîne à la résilience. Ce qui est une source de honte pour les autres peut être pour toi un matériau de construction. L'adversité est un miroir inconfortable. Elle te montre sans fioriture ton manque de préparation, ton impulsivité, ton orgueil ou ta faiblesse. Mais au lieu de maudire ce reflet, tu peux l'utiliser pour grandir. Qu'est-ce que la perte t'enseigne? Que rien n'est permanent et que tu dois apprécier ce que tu as pendant que tu l'as. Qu'est-ce que la trahison t'enseigne? Que tu ne peux pas faire confiance aveuglément et que ta force doit dépendre de toi-même. Qu'est-ce que l'échec t'enseigne? Que ta stratégie était insuffisante et que tu peux revenir plus sage la prochaine fois. C'est le regard stoïcien. Chaque coup contient une leçon cachée qui n'apparaît qu'à celui qui ose écouter. La pratique stoïcienne consiste à réinterpréter les coups. Quand quelque chose va mal, au lieu de te demander « pourquoi moi ?», change-le en « qu'est-ce que je peux apprendre de ça ?» Cette simple question déplace la plainte et ouvre l'espace à la croissance. L'échec cesse d'être un mur et devient une marche. Chaque chute passe d'être une fin à être un entraînement. Cela ne signifie pas que la douleur disparaît, mais elle se transforme en un outil. La souffrance sans but est un poison. La souffrance utilisée comme maître devient un médicament. La résilience se cultive lorsque tu acceptes que la douleur n'est pas un ennemi, mais une partie naturelle de la vie. Personne n'entraîne un muscle sans le soumettre à une résistance.
Personne ne renforce son esprit sans le mettre à l'épreuve dans l'inconfort. Chaque adversité que tu affrontes est une répétition de plus dans cet entraînement invisible. Et plus tu t'entraînes, moins tu auras peur de te tromper, car tu sauras que même si tu tombes, la chute elle-même fera partie de ta force. L'échec ne te définit pas, ce qui te définit, c'est comment tu l'utilises. Tu peux le laisser te noyer dans l'auto-apitoiement ou décider qu'il soit la base de ton caractère. Ce choix est le tien. Le stoïcien choisit toujours de voir dans la difficulté un maître sévère, mais juste. Il sait que les leçons les plus précieuses n'arrivent pas pendant les jours faciles, mais pendant les moments où la vie semble le briser. Là, au milieu de la douleur, il trouve sa véritable formation. L'adversité continuera à arriver, personne n'en est exempt. La différence réside dans la façon dont tu l'utilises. Tu peux la voir comme un bourreau qui vient te détruire ou comme un maître qui vient t'entraîner. Si tu choisis la seconde option, tu découvriras que chaque échec, chaque perte et chaque obstacle deviennent des alliés silencieux de ta croissance. Et avec cette approche, rien ne peut te briser complètement, car chaque coup fera partie de ton entraînement pour devenir le maître absolu de toi-même. 8. Vie ancrée dans des valeurs solides. Imagine un pont suspendu sans piliers solides. À première vue, il semble fort, mais quand arrive le poids réel, il vacille, se fissure et finit par céder. C'est ainsi que vit celui qui confie son cap à des émotions passagères. Il se tient tant que le climat est favorable, mais dès que la vie fait pression, il s'effondre. La colère le pousse à dire ce qu'il regrettera plus tard. L'euphorie le pousse à prendre des décisions imprudentes. La peur le paralyse face à ce qu'il devrait affronter. Et à chaque fois, il perd une partie de lui-même parce qu'il n'a jamais appris à se soutenir sur des principes solides. Les sentiments changent comme la marée. Un jour, ils te soulèvent. Le lendemain, ils te submergent. C'est pourquoi s'appuyer uniquement sur eux, c'est se livrer au chaos. L'authenticité ne réside pas dans le fait de toujours faire ce que l'on ressent, mais d'agir selon ce que l'on a décidé d'être, même si nos émotions crient le contraire. Le stoïcisme le rend clair. Des valeurs comme l'intégrité, la justice, la tempérance ou la discipline sont des ancres qui ne bougent pas avec le vent. Si tes actions naissent d'elles, rien d'extérieur ne pourra te gouverner. Celui qui vit emporté par les émotions finit par se vider. Il perd des relations à cause d'explosions de colère, gaspille des opportunités par peur, compromet son avenir pour un instant de plaisir ou d'euphorie. Et le plus triste, c'est qu'il se convainc qu'il ne pouvait pas l'éviter. Cette excuse est la marque d'un esclave, quelqu'un qui n'a jamais pris la barre de sa vie. Celui qui est guidé par des valeurs, en revanche, peut ressentir de la colère, de la peur ou du désir, mais ne s'agenouille pas devant eux. Il les reconnaît, respire et agit à partir d'un principe plus élevé. Regarde la différence dans la vie quotidienne. La personne dominée par l'émotion crie, frappe la table et se laisse emporter par la chaleur du moment. Celle qui vit à partir de valeurs se tait, réfléchit et répond avec fermeté sans se rabaisser. L'une court après ce qui brille aujourd'hui et regrette demain. L'autre choisit ce qui construit à long terme, même si cela ne procure pas de satisfaction immédiate. C'est avoir des racines profondes, ne pas bouger selon la tempête, mais rester debout, parce que la conviction est plus forte que l'impulsion. La pratique commence par de petits détails. Avant d'agir, demande-toi, cela vient-il de mon caractère ou d'un caprice momentané? Cette pause t'oblige à discerner si tu es maître de ta décision ou esclave de ce que tu ressens à ce moment-là. Avec le temps, cet exercice devient ton bouclier contre le chaos. La vie mettra toujours à l'épreuve ton tempérament. Il y aura des jours où l'émotion te poussera à détruire, à fuir ou à abandonner. Mais si tu es ancré dans des valeurs, aucune tempête ne pourra te détourner de ton chemin. Tu auras toujours des émotions, mais ton destin ne sera pas décidé par elles. Il sera décidé par les principes que tu choisis de soutenir. Celui qui vit ainsi n'est pas une feuille au vent. C'est un arbre qui reste ferme, maître absolu de lui-même. Vivre de miettes émotionnelles, c'est comme être debout sous une gouttière, en espérant que cette eau intermittente étanche ta soif. Une goutte aujourd'hui, rien demain. Une autre quand tu es sur le point d'abandonner.
Ce n'est jamais suffisant, mais ce n'est pas non plus assez peu pour partir sans te sentir coupable. C'est le piège. C'est ce que beaucoup de gens normalisent comme amour. Et non, il ne s'agit pas seulement de relations de couple. On parle aussi de liens familiaux, d'amitié et même d'environnement, où on t'a appris à accepter le minimum comme si c'était le maximum. On te donne de l'attention seulement quand cela les arrange, quand ils remarquent que tu t'éloignes, ou quand ils sentent qu'ils pourraient perdre le pouvoir qu'ils ont sur toi. C'est une manipulation silencieuse, enveloppée dans des détails sporadiques et des phrases décousues qui sonnent bien, mais ne soutiennent rien. La réalité est que tu n'es pas né pour te contenter de miettes émotionnelles, mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. Il ne suffit pas de te plaindre, il ne suffit pas de te rendre compte. Le vrai changement commence lorsque tu transformes la façon dont tu réponds. Cette vidéo n'est pas pour que tu te victimises, elle est pour que tu te réveilles. Parce que l'amour, le respect et la vraie connexion ne sont pas une récompense pour ceux qui supplient, mais une conséquence de savoir combien tu vaux. Et c'est là que le stoïcisme devient ta meilleure arme. Non pas comme une théorie froide, mais comme une pratique quotidienne qui te rend la dignité et la force que tu as perdues en mendiant de l'attention. Parlons clairement. Arrêtons de romantiser les relations qui ne font que t'épuiser. Parce que si tu continues à accepter des miettes, tu resteras coincé dans le même cycle. Cette vidéo est un manuel stratégique, un appel à l'éveil, une façon différente de voir les choses. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu ne comprendras pas seulement pourquoi tu reçois si peu, mais aussi comment transformer ce manque en pouvoir. Ici, il ne s'agit pas de convaincre quelqu'un d'autre. Il s'agit de récupérer ce qui est à toi, ton temps, ton énergie et ta paix. Maintenant, passons aux leçons. 1. Arrête de te contenter du minimum. Accepter des miettes émotionnelles, c'est comme s'asseoir devant un banquet et ne recevoir que les serviettes. Tu t'assois, tu attends, tu souris, mais le plat n'arrive jamais. Et quand il arrive enfin, il est tard, froid et insuffisant. Pourtant, tu l'acceptes. Parce que quelque chose vaut mieux que rien, n'est-ce pas? C'est le mensonge qu'on t'a appris. Qu'il vaut mieux avoir un peu d'amour que d'être seul. Que le minimum suffit. Que ta valeur peut s'ajuster à l'espace que les autres te donnent. Mais la vérité est autre. Celui qui accepte le minimum finit par croire que c'est tout ce qu'il mérite. Te contenter du minimum est le premier maillon d'une chaîne invisible. Une chaîne qui te lie sans que tu t'en rendes compte. Pas besoin de cris ni de contrôle évident. Il suffit de petites doses d'affection, de mots à moitié dits, de gestes occasionnels. Juste assez pour te maintenir en attente, mais jamais assez pour que tu te sentes comblé. Et pendant ce temps, tu te rétrécis. Tes standards baissent, tes limites deviennent floues. Tu commences à justifier les autres, même quand tu sais que tu mérites plus. Tu commences à te dire que ce n'est pas si grave, que c'est comme ça qu'il est, ou c'est comme ça que les choses sont. Et là, tu perds. Parce que l'esprit s'adapte à ce que tu répètes. Mais voici ce que personne ne te dit. Ce n'est pas de ta faute si on t'a appris à te contenter, mais c'est ta responsabilité de rompre avec ça. Parce que si tu ne décides pas combien tu vaux, d'autres le feront pour toi. Et ils ne le feront jamais avec justice. Les personnes qui ne savent donner que le minimum se sentent à l'aise avec ceux qui n'exigent pas plus. C'est pourquoi, si tu ne changes pas, ils ne le feront jamais. Cette première étape est mentale. Il ne s'agit pas de faire du scandale ni d'exiger de l'amour à grands cris. Il s'agit de faire quelque chose de plus défiante. Arrêter d'accepter ce qui ne comble pas. C'est douloureux, je le sais. Parce que quand on s'habitue au reste, arrêter de manger fait mal. Mais cette faim est bonne. Ce malaise est le début de la transformation. Quand tu oses rejeter le minimum, le corps tremble, l'esprit doute, mais quelque chose en toi se réveille. Commence ainsi, observe tes relations. Te sens-tu comblé ou simplement soulagé de ne pas être complètement seul? Te sens-tu important ou simplement toléré? Si la réponse ne te plaît pas, tu dois faire quelque chose de différent. Pas avec des mots, avec des actes. Et le premier est simple, bien que pas facile. Ne réagis pas comme avant. Ne cours pas après celui qui donne le minimum. Ne t'explique pas.
Ne justifie pas ton absence. Éloigne-toi simplement et observe qui te demande sans que tu insistes. Parce que là, tu verras la vérité. Le stoïcisme t'apprend à ne pas dépendre de ce que les autres donnent pour te sentir complet. Il t'apprend à vivre avec intégrité, à reconnaître que ta valeur ne se négocie pas en fonction des restes. Celui qui t'aime vraiment ne te donne pas le minimum. Il te donne ce qu'il peut, avec intention, avec présence, avec constance. Et s'il n'y a pas ça, alors il n'y a rien. Parce que ce qui n'est pas suffisant est simplement insuffisant. Tu ne deviens pas froid, tu deviens clair. Et cette clarté va faire mal au début. Mais ensuite, elle te libère. Parce que comprendre que le minimum n'est pas de l'amour, mais de la manipulation passive, c'est ce qui initie le changement. Ne mendie pas l'attention. Ne remercie pas ce qui devrait être naturel. Ne te conforme pas au coin qui t'a été assigné. Lève-toi, respire, et fais le premier pas hors de cette dynamique. Parce que celui qui se contente de peu, finit sans rien. Mais celui qui se respecte, même si ça fait mal, commence à recevoir ce qu'il mérite vraiment. 2. Fais du silence ta meilleure réponse. Répondre à tout est comme vouloir éteindre un incendie en soufflant avec la bouche. Tu te retrouves simplement à court d'air pendant que le feu grandit. Il y a des batailles qui se gagnent sans bouger un doigt, simplement en résistant à l'impulsion de t'expliquer, de te défendre ou de réagir. Et c'est là que le silence intervient. Celui qui dérange, qui fait mal, qui crie sans émettre de son. Celui qui brise les schémas parce qu'il désarme une stratégie très ancienne, provoquée pour manipuler ta réaction. Parce que lorsque tu cesses de répondre, celui qui jouait avec tes émotions perd le contrôle. Celui qui te donne des miettes émotionnelles est habitué à ta faim. Il sait que chaque geste minime aura une réaction disproportionnée de ta part. Un message à des heures indues. Un « tu me manques », lâché. Un « comment vas-tu ?» juste quand tu étais sur le point de lâcher prise. Ils savent qu'avec peu, ils obtiennent beaucoup. Et ta réaction est la confirmation qu'ils ont toujours du pouvoir sur toi. Mais quand tu te tais, quand tu ne réponds pas immédiatement, quand tu laisses en vue, quand tu ne rends pas le drame, tu changes complètement le jeu. Le silence n'est pas de l'indifférence, c'est une stratégie. Ce n'est pas de la froideur, c'est du contrôle. Parce que parler par impulsion est de l'esclavage émotionnel. Se taire par décision est la liberté. Et non, il ne s'agit pas de feindre le désintérêt. Il s'agit de ne pas donner ton énergie à celui qui ne la valorise pas. Il s'agit de ne pas donner de scène à ceux qui n'apparaissent que lorsqu'ils sentent que tu t'éloignes. Parce que parfois, chaque mot que tu donnes est un pont pour qu'il traverse sans effort vers ton monde. Et tu n'es plus là pour construire des ponts vers ceux qui ne savent pas rester. Le silence est un mur invisible. Il n'agresse pas, mais il protège. Il ne cherche pas la vengeance, mais il impose le respect. Il n'a pas besoin d'explication parce qu'il dit tout. Le stoïcisme enseigne que tout ne mérite pas une réponse, que tous les mots n'ont pas besoin de défense, que toutes les attaques ne méritent pas d'être répondues, parce qu'au final, celui qui ne réagit pas ne perd pas le contrôle. Celui qui garde le silence gagne en clarté. Et celui qui agit avec clarté ne tombe pas dans les jeux de ceux qui ne savent donner que le minimum. Il y a une force immense à résister à l'impulsion de répondre, à rester silencieux pendant que les autres attendent une réaction de ta part pour justifier la leur. C'est du pouvoir, du vrai pouvoir. Quand tu commenceras à le pratiquer, ça ne sera pas facile. L'anxiété te poussera à écrire, à expliquer, à chercher un dernier mot pour clore ce qui te fait mal. Mais la vraie victoire est de résister à cette impulsion, de rester avec toi, de faire confiance en ce que ta valeur n'a pas besoin d'être défendue devant celui qui l'ignore déjà. Parce que celui qui ne sait pas ce qu'il a ne saura pas non plus valoriser tes arguments. Et alors parler est inutile. Mais se taire peut être une révolution. Ton silence dérangera, fera du bruit, fera réfléchir. Il peut même provoquer plus de bruit à l'extérieur, plus de tentatives de te provoquer. Mais si tu restes ferme, si tu décides que tu ne vas pas négocier ta paix juste pour satisfaire le besoin d'attention des autres, alors tu auras gagné. Parce que le silence ne fait pas seulement économiser des mots,
Il économise de l'énergie. Il économise des explications que personne ne veut comprendre. Et il te rend quelque chose qui vaut beaucoup plus, le contrôle sur toi-même. Alors ne réponds pas par inertie, ne t'explique pas par peur, ne crie pas ta valeur, fais silence. Et observe comment se révèle celui qui est vraiment prêt à faire l'effort de te connaître, sans avoir besoin de te provoquer. Parce que quand tu apprends à te taire, tu apprends aussi à écouter plus clairement qui oui, qui non et qui jamais. Et ça, dans ce jeu émotionnel, ça change tout. 3. Enlève la scène à ceux qui ont besoin d'un public. Certains liens se maintiennent comme des pièces de théâtre, sans intrigue. Ils agissent, tu applaudis, ils disparaissent, tu attends le prochain acte. Tout tourne autour d'une mise en scène, où tu n'es ni le protagoniste, ni même un membre de la distribution. Tu es simplement le public nécessaire pour que le spectacle continue. Mais quand tu éteins la lumière, quand tu fermes le rideau, quand tu décides de ne pas être là, assis, à attendre la prochaine performance émotionnelle, tout change. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas un lien, ils veulent un public. Et sans applaudissements, leur pouvoir disparaît. Ceux qui distribuent des miettes émotionnelles ont souvent un besoin profond de validation. Mais ils ne cherchent pas une véritable connexion. Ils cherchent des scènes où ils peuvent contrôler comment ils sont vus, ce qu'ils disent et quand ils apparaissent. Ils ne te montrent pas leur humanité. Ils te donnent seulement une version éditée d'eux-mêmes, juste assez pour maintenir ton attention sans s'engager dans quoi que ce soit de réel. Ils savent comment faire de l'impact, comment lâcher des phrases ambiguës, comment disparaître juste quand tu en attends plus. Chaque message est un scénario, chaque silence, une pause calculée. Et toi, si tu n'es pas conscient, tu finis par réagir comme une partie du spectacle. Mais c'est ici que commence ton mouvement stratégique. Il ne s'agit plus de confronter ni de chercher des explications. Il s'agit de leur enlever la scène, de te retirer du jeu sans l'annoncer. Parce que celui qui a besoin d'un public ne sait pas se tenir seul. Le silence, la distance, le manque de réponse non seulement désarment leur performance, mais la rendent évidente. C'est alors qu'ils commencent à montrer leur véritable forme. Et là, tu vois clairement que ce n'était pas de l'amour, c'était de la manipulation enveloppée de petites doses d'affection. Le stoïcisme t'apprend à ne pas te prêter au drame inutile, à ne pas nourrir les égos des autres avec ton énergie, à ne pas être disponible pour des dynamiques qui ne font que te vider. Être stoïque, ce n'est pas devenir indifférent, c'est devenir sélectif, parce que tu comprends que ton attention est du pouvoir, que ta présence est précieuse, que d'être là pour applaudir des gestes vides est une forme de trahison envers toi-même. Et alors tu choisis avec maturité. Tu décides à qui tu donnes la scène et à qui tu ne la donnes pas. Et cela, bien que cela semble petit, redéfinit tes relations. Beaucoup te diront que tu exagères, que cette personne n'est pas si mauvaise, que c'est juste sa façon d'être. Mais tu n'es plus là pour justifier des comportements qui ne construisent pas. Tu n'es plus là pour maintenir des liens où tu es toujours spectateur. Parce que celui qui te valorise vraiment ne te fait pas attendre le prochain acte. Il est présent sans scénario, sans masque, sans besoin de briller tout le temps. Il est juste là, et cela suffit. Quand tu te retires de la scène, prépare-toi. Les tentatives pour attirer ton attention à nouveau viendront, avec nostalgie, avec provocation, avec des promesses qui sonnent nouvelles mais sont recyclées. Ne cède pas, ne te rassois pas dans un fauteuil qui n'offre que déception. Reste ferme. Et si jamais tu doutes, souviens-toi de combien tu étais fatigué après chaque représentation. Souviens-toi combien de fois tu es parti en ayant le sentiment d'avoir donné plus que tu n'as reçu. Que tu as applaudi alors que tu voulais vraiment partir. Que tu as attendu une fin qui n'est jamais venue. Tu n'es pas né pour être spectateur des émotions des autres. Tu es né pour construire des relations où vous êtes tous les deux les protagonistes. Où le dialogue est réel, où on ne joue pas mais on vit. Alors si quelqu'un a besoin d'un public plus que d'une connexion, laisse-le seul sur scène. Le rideau tombe quand tu décides de ne plus regarder. Et là, pour la première fois, commence ta liberté. 4.
Transforme le manque en rareté de valeur. Une fleur ne perd pas sa beauté parce que personne ne l'arrose, mais elle apprend à fleurir au milieu du désert. C'est exactement ce que tu dois faire avec ton affection quand tu te rends compte qu'on la traite comme si elle était abondante et insignifiante. Il y a des gens qui ne valorisent pas ce que tu leur donnes parce qu'ils pensent que tu seras toujours là, offrant ta présence, ton temps, tes mots, comme si tu étais une source inépuisable d'attention gratuite. Ils s'habituent tellement à ton dévouement qu'ils le voient comme quelque chose de garanti. Et ce qui est garanti devient invisible. C'est pourquoi, si tu ressens un manque dans une relation, si ça te fait mal de recevoir si peu, commence par transformer ce manque en quelque chose de beaucoup plus puissant, la rareté. Car quand quelque chose devient rare, il acquiert de la valeur. Non pas par fierté, non pas par vengeance, par dignité. Le problème est que souvent nous donnons plus quand nous sentons que l'on nous donne moins, comme si nous serions plus forts en espérant ne pas laisser échapper ce peu que nous recevons. Mais cette logique ne fait que nous enfoncer, car plus tu donnes sans réciprocité, moins on te voit, moins on te respecte, moins on fait d'efforts. Et c'est là que tu dois prendre une décision radicale. Arrêter de t'offrir là où on ne prend pas soin de toi. Transformer ton affection en rareté n'est pas de la manipulation, c'est de la protection. C'est te rendre compte que si tu es toujours disponible pour quelqu'un qui ne l'est jamais pour toi, tu donnes ta valeur à quelqu'un qui ne sait pas la soutenir. Le stoïcisme enseigne que la maîtrise de soi s'applique aussi à donner. Tout ce que tu ressens n'a pas à se transformer en action. Tout désir d'aider, d'écouter, d'accompagner ne doit pas être accompli si cela implique de te vider constamment. Commence par observer comment les autres réagissent lorsque tu te retires un peu. Non pas comme une punition, mais comme une auto-observation. Si ton absence ne se fait pas remarquer, alors ta présence n'a jamais été valorisée. Si lorsque tu arrêtes d'écrire, d'appeler ou de demander, le silence persiste, tu as déjà la réponse que tu évitais d'accepter. Mais s'ils le remarquent, s'ils ressentent ton absence, s'il y a pour la première fois du mouvement de l'autre côté, alors ton absence a commencé à parler. Et parfois, le message le plus fort est envoyé en arrêtant d'insister. Tu n'es pas fait pour être une réserve émotionnelle de personne. Tu n'es pas une station de passage. Tu n'es pas ici pour combler les vides des autres pendant que les tiens restent intacts. Ton énergie est limitée. T'apaise aussi. Et si tu ne commences pas à filtrer qui mérite ta présence, tu finiras épuisé, démoralisé et plein de doutes sur ta propre valeur. Le manque que tu ressens aujourd'hui n'est pas un signal pour mendier davantage. C'est un avertissement pour te retirer, pour protéger ce qui reste, pour prendre soin de ton essence, de ceux qui ne savent pas la recevoir avec respect. La rareté bien appliquée n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. Car lorsque tu commences à donner seulement là où il y a réciprocité, ta vie se met en ordre. Ton entourage se filtre. Ce qui semblait être de la compagnie se révèle être une dépendance déguisée. Et tu commences à voir que tu n'as pas besoin d'être partout, ni d'être pour tout le monde. Tu as juste besoin d'être fidèle à toi-même, à ce que tu mérites, à ce que tu ne vas plus négocier. Si aujourd'hui tu sens qu'il te manque quelque chose dans une relation, ne cours pas pour le demander. Assieds-toi avec toi-même et évalue si ce que tu donnes a été gaspillé. Et si c'est le cas, ne discute pas, n'explique pas, n'insiste pas. Retire-toi simplement avec l'élégance de celui qui a compris que sa valeur ne se discute pas. Elle se protège, car la fleur qui survit dans le désert n'est pas faible, elle est sage. Et sa rareté n'est pas sa faiblesse, c'est sa force, c'est la force que tu dois maintenant récupérer. 5. Brise le cycle de la récompense facile. Tu es face à la même ruse de toujours. On te donne juste assez pour te garder proche, jamais assez pour construire quelque chose de réel. On te lance un mot gentil, une caresse émotionnelle, juste quand ils remarquent que tu es sur le point de partir. Ce n'est pas de l'amour, c'est du calcul. Ce n'est pas de l'affection, c'est du contrôle. C'est ainsi que beaucoup de relations fonctionnent avec la logique de la récompense facile.
Il s'assure que tu restes disponible, affamé d'attention, à travers de petites doses de validation déguisées en affection. Il n'y a pas de profondeur, juste de la stratégie. Le plus pervers, c'est que cela semble être de l'affection authentique. Mais si tu fais attention, tu verras que ces démonstrations apparaissent lorsque tu prends tes distances, lorsque tu ne réponds plus comme avant. Ils savent que tu es sur le point de te réveiller, et c'est là qu'ils entrent en jeu. Ils te donnent le minimum pour que tu ne partes pas, pour que tu reviennes au point de départ, pour que tu continues à fonctionner comme ils le veulent. C'est ainsi qu'ils opèrent avec toi, non pas comme quelqu'un qu'on aime, mais comme quelqu'un qu'on entraîne à obéir émotionnellement. Le véritable piège est que tu t'y habitues. Ton système émotionnel commence à fonctionner par réaction. Tu donnes plus quand tu reçois moins, tu crois que le problème vient de toi, que tu as besoin de faire plus pour mériter cette affection. Mais non. Tu es dans un cycle qui t'épuise, qui ne te construit pas, qui t'habitue à vivre en mendiant ce qui devrait arriver sans condition. Briser ce modèle exige de la conscience et de la discipline. Tu dois observer tes réponses, tes anxiétés, ton désir de plaire en échange de te sentir aimé. Et là, tu t'arrêtes. Ne réponds pas de la même manière. Ne réagis pas à chaque clin d'œil émotionnel qui apparaît juste après le mépris. Ne rentre pas à nouveau dans le jeu quand tu sais que le scénario ne change pas. Ta valeur ne dépend pas de combien tu réussis à faire en sorte que quelqu'un reste, mais de combien tu décides de ne plus tolérer. Le stoïcisme enseigne à résister à l'impulsion de réagir aux stimuli externes qui cherchent seulement à te contrôler. Il enseigne à observer, à agir à partir de la raison et non de la faim émotionnelle, car celui qui maîtrise son impulsion maîtrise sa vie. Et celui qui maîtrise sa vie n'est plus disponible pour des relations qui fonctionnent avec des récompenses programmées. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la dignité. Si tu te rends compte que quelqu'un n'apparaît que lorsque tu te retires, alors on ne te cherche pas par amour, on te cherche par habitude. Et tu n'es pas ici pour soutenir les habitudes des autres. Tu es ici pour construire des liens réels avec des personnes qui te choisissent sans avoir à les provoquer. Quand tu brises le cycle de la récompense facile, tu déranges. Tu brises le modèle. Tu arrêtes de donner des réponses automatiques. Et cela fera que ceux qui contrôlaient auparavant la relation commencent à montrer leur malaise. Mais ne t'arrête pas. Si tu doutes, souviens-toi de chaque fois que tu as été enthousiasmé par des gestes qui ne menaient à rien. Souviens-toi du sentiment de vide après chaque approche superficielle. Souviens-toi que continuer à recevoir le minimum, aussi beau soit-il, n'est pas suffisant pour une vie émotionnelle épanouie. Ta valeur n'est pas un bouton que quelqu'un doit presser pour l'activer. Tu n'es pas ici pour être entraîné émotionnellement. Tu es ici pour être aimé avec constance, avec vérité, avec présence. Tout le reste est manipulation. Et à partir de maintenant, tu ne fais plus partie du jeu. 6. Fais en sorte que ton absence soit ressentie comme une véritable perte. Lorsque la lumière d'une pièce est éteinte, ce n'est pas seulement l'obscurité qui apparaît, mais aussi qui dépendait de cette clarté sans s'en rendre compte. Il en va de même pour toi. Tant que tu es là, disponible, attentif, constant, certains pensent que c'est normal, que c'est ton rôle, que c'est ce qu'on attend de toi. Mais au moment où tu décides de t'éloigner, non pas avec drame, mais avec décision, l'atmosphère change. Parce que l'absence ne crie pas, mais elle pèse. On ne la voit pas, mais on la ressent. Et si tu as offert ta présence à des personnes qui ne savaient l'utiliser que comme un confort, il est temps de leur montrer l'impact de ne pas t'avoir près d'eux. Il y a quelque chose qui n'est pas assez dit. Ton absence a plus de force lorsque ta présence était constante et authentique. Mais si tu restes là où on ne te valorise pas, ce pouvoir s'érode. Les gens s'habituent à ce que tu sois là, sans se demander pourquoi. Et cela, petit à petit, te rend invisible. Non pas par manque de valeur, mais par excès de disponibilité. Il ne s'agit donc pas de disparaître pour punir,
mais de te retirer pour retrouver ta forme, ton énergie et ton centre. Et dans ce mouvement, sans explication, sans discours, tu commences à montrer par des actions ce que les mots ne parviennent plus à transmettre. Le stoïcisme parle d'agir à partir de la raison, de ne pas forcer ce qui ne coule pas, de ne pas insister sur ce qui est clairement brisé. Apprendre à être absent est une leçon de pouvoir personnel, parce qu'il ne s'agit pas que l'autre souffre de ta distance, mais que tu cesses de souffrir d'être dans un endroit où tu ne fais que t'épuiser. L'absence est une déclaration silencieuse de dignité, une façon de dire « cela ne me construit pas, donc je ne reste pas ». Et cette clarté a plus d'impact que toute réclamation. Beaucoup ne remarqueront ta valeur que lorsqu'ils l'auront perdue. C'est une réalité crue, mais réelle. Tant que tu seras disponible, ils n'auront pas besoin de se demander ce qui se passerait sans toi. Mais le jour où tu ne répondras plus comme avant, où tu n'apparaîtras plus pour supporter le poids émotionnel des autres, où tu ne donneras plus ce que tu donnais sans mesure auparavant, alors ils sentiront le vide. Et dans ce vide, ils comprendront que tu n'étais pas une partie du paysage. Tu étais une partie de ce qui leur donnait de l'équilibre. Et s'ils ne le comprennent pas, au moins tu n'es plus là pour payer le prix de leur indifférence. Il ne s'agit pas de manipuler avec ton absence. Il s'agit de te protéger avec elle. Parce que continuer à insister là où il n'y a pas de réciprocité ne fait que renforcer l'idée que être avec toi ne coûte rien. Et ce qui ne coûte rien, on n'en prend pas soin. Aussi simple que cela, aussi dur que cela. C'est pourquoi, la prochaine fois que tu sens que tu donnes plus que tu ne reçois, que ta présence est prise pour acquise et non valorisée, rappelle-toi que tu as l'option la plus puissante de toutes, partir. Non pas avec haine, mais avec amour propre. Non pas avec colère, mais avec maturité. Et cette décision marque un avant et un après. Lorsque tu t'absentes avec conscience, l'énergie change. Tu n'attends plus un message qui n'arrive pas. Tu n'es plus à l'affût de signes qui n'apparaissent pas. Tu n'es plus figé dans l'espoir. Tu es avec toi, en train de te récupérer, en train de te reconstruire. Et de ce nouveau lieu, ceux qui n'ont pas su prendre soin de toi devront faire face à ce qu'ils ont perdu. Non pas parce que tu cherches la vengeance, mais parce qu'ils ont parié que tu ne partirais jamais. Et ils se sont trompés. Fais en sorte que ton absence ne soit pas un bruit, mais un écho qui résonne dans la conscience de celui qui croyait que tu pouvais être traité comme une option, et que cet écho te renvoie à toi, la certitude que tu n'es pas né pour supplier de l'affection. Tu es né pour marcher fermement, même si cela signifie t'éloigner de ce qui n'ajoute plus rien. Parce que lorsque tu décides de ne pas être là, tu décides aussi de combien tu vaux. 7. Transforme ta vie en preuve de ton indépendance. Le feu n'a pas besoin de crier pour prouver qu'il brûle. Il brûle simplement, et celui qui s'approche le ressent. Ton indépendance émotionnelle devrait être ainsi. Pas comme un drapeau que tu agites pour que tout le monde le voie, mais comme une réalité évidente qui se manifeste dans ta façon de vivre, de décider et d'agir. Parce qu'il ne suffit pas de dire que tu ne dépends plus de personne. Tu dois le prouver, d'abord à toi-même, puis par des actes qui n'ont pas besoin d'explication. Quand tu viens de relations où on ne te donnait que des miettes, ton système émotionnel est programmé pour le vide. Tu commences à croire que l'affection est intermittente, que ta valeur est mesurée par ce que tu donnes et non par qui tu es. Mais vient un moment où cette narration se brise, et quand elle le fait, la chose la plus puissante que tu peux faire n'est pas de parler, c'est de te transformer. Ton indépendance n'est pas validée lorsque tu réussis à t'éloigner pendant quelques jours. Elle est validée lorsque tu peux construire une vie où le centre ne tourne plus autour de qui te répond ou non, de si quelqu'un revient ou s'en va. Ton axe devient interne. Et cela ne se feint pas. La chose la plus stratégique que tu peux faire face à ceux qui ont joué avec ta dépendance est de construire une vie si solide qu'ils ne peuvent plus la perturber. Non pas parce que tu as de la rancœur, mais parce que tes priorités ont changé. Tu n'attends plus, tu ne supplies plus, tu ne cherches plus de signes dans des gestes ambigus. Tu agis,
Tu avances, tu te concentres, non pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais pour te redonner à toi-même la certitude que tu peux marcher sans béquilles émotionnelles. Le stoïcisme ne te demande pas de t'isoler du monde, il te demande de ne pas dépendre de lui pour avoir la paix. Que si tout s'effondre à l'extérieur, tu restes debout à l'intérieur. Que si personne ne répond, tu ne perds pas ton calme, parce que ta force ne se mesure pas à ce que font les autres, mais à ce que tu décides de faire avec ce qu'ils ne te donnent pas. Devenir une personne émotionnellement indépendante ne signifie pas que tu ne ressens pas. Cela signifie que tu n'implores pas, que tu ne restes pas là où il n'y a pas de réciprocité, que tu ne permets pas que les décisions des autres définissent ta valeur. Et le plus puissant de tout est ceci. Quand tu atteins vraiment cette indépendance, tu n'as même pas besoin de le dire. Les gens le perçoivent. Ils le ressentent dans ta façon de marcher, de parler, de ne plus réagir à de petites provocations. Tu deviens inaccessible pour ceux qui ne savaient que manipuler tes vides, parce que maintenant ces vides n'existent plus. Et cela les déstabilise, les confronte, les laisse sans outils. Ils ne peuvent plus t'utiliser comme avant. Ils ne peuvent plus te confondre avec des promesses brisées. Ta vie, pas tes mots, sera le témoignage le plus fort de ta transformation. Alors, laisse tes actions parler. Que ta routine le confirme. Que ton silence devienne la preuve que tu n'es plus là où tu avais l'habitude de te perdre. Parce que quand ta vie devient ta déclaration, tu n'as plus besoin de justifier quoi que ce soit. Tu continues simplement à brûler, comme le feu, et celui qui en doute, qu'il s'approche. 8. Deviens inaccessible pour ceux qui ne font pas d'efforts. Tout ce qui brille n'est pas pour tout le monde. L'or ne se trouve pas à la surface. Il est caché, profond, réservé à celui qui creuse vraiment. C'est ainsi que tu devrais être après avoir donné trop à celui qui ne bougeait pas un doigt pour toi. Inaccessible non pas parce que tu te crois supérieur, mais parce que tu as appris combien ton énergie coûte. Non pas parce que tu deviens froid, mais parce que tu as cessé de permettre à n'importe qui d'accéder à ce que tu as eu du mal à reconstruire. Pendant longtemps, tu as été disponible pour des personnes qui ne faisaient même pas la moitié du chemin. C'était toujours toi qui cherchais, qui réparais, qui comprenais. Ils donnaient juste ce qu'il fallait, tu donnais tout. Mais vient un moment où tu en as assez de tendre la main à celui qui ne tourne même pas la tête. Et c'est là que se produit la transformation. Tu cesses d'être à portée, non pas comme une punition, mais comme un filtre, parce que tu as appris que celui qui ne fait pas d'effort pour te garder ne mérite pas de te trouver. Devenir inaccessible n'est pas devenir arrogant. C'est commencer à être cohérent avec ta valeur. C'est arrêter de répondre avec enthousiasme à des gestes tièdes. C'est arrêter de construire des ponts vers celui qui n'attend que toi pour les atteindre. Parce que si le stoïcisme enseigne quelque chose, c'est que tu n'es pas là pour vivre en fonction de ce que les autres ne font pas. Tu es là pour protéger ta paix, ton énergie, ton temps. Et cela nécessite des limites fermes, une présence consciente, un jugement fort, des règles internes qui ne se brisent pas à cause des manques externes. Tu commences à ressentir cette indépendance lorsque tu te rends compte que tu n'attends plus. Quand tu arrêtes de vérifier ton téléphone en attendant ce message qui te faisait autrefois rêver. Quand tu peux voir que quelqu'un t'ignore et au lieu de te blesser, cela te libère. Quand quelqu'un ne fait pas d'effort pour te connaître davantage, pour être là, pour construire avec toi, et tu ne insistes simplement pas, parce que tu as compris que s'il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas de lien, juste une perte de temps. À partir de ce moment, ton énergie devient plus précieuse. Celui qui veut entrer devra frapper à la porte. Il devra prouver par des actes ce qu'il promettait auparavant seulement avec des mots. Il devra apparaître, soutenir, s'impliquer. Et beaucoup ne le feront pas, beaucoup partiront. Parfait. Ainsi tu sauras qui oui et qui jamais. Ainsi tu nettoieras le chemin de ceux qui ne savaient rester que lorsque tu faisais tout le travail émotionnel. Cesser d'être disponible pour ceux qui ne font pas d'efforts n'est pas une tactique, c'est une évolution. Une nouvelle façon de vivre avec toi-même. Tu deviens plus sélectif, plus conscient, plus fort.
Et dans ce processus, ceux qui jouaient auparavant avec tes vides se retrouvent sans accès. Parce que maintenant, tu ne réponds pas au moindre geste. Maintenant, tu exiges de la cohérence, de la constance, une présence réelle. Tout comme l'or ne se trouve pas dans la première couche de terre, tu ne seras plus à la portée de n'importe qui. Parce que maintenant, tu vaux plus. Parce que maintenant, tu le sais. Et celui qui n'est pas prêt à faire des efforts, qu'il reste avec la surface.